Je vais vous présenter d'abord Jean-Luc Thomas, qui est journaliste à CNews sur Toulouse. Voilà, journaliste depuis 20 ans, qui traite tous les sujets d'actualité et qui est amené au quotidien à traiter l'information et à faire le tri entre le vrai et le faux. Voilà, qui a bien voulu venir se confronter à déjà un sujet qui n'est pas forcément... il traite tous les sujets, il est amené à traiter tous les sujets, mais il n'est pas forcément très à l'aise avec l'archéologie ou la préhistoire. Voilà, donc c'est quand même remarquable de sa part. Et puis, un habitué de la maison, Bruno Moreil, directeur de recherche au CNRS, spécialiste anthropologue, paléoanthropologue, spécialiste plutôt de Néandertal, mais il ne va pas nous parler que de Néandertal cette fois-ci. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Catherine. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là, d'être venus si nombreux ce soir. Effectivement, on n'a pas préparé quelque chose ensemble pour cette présentation, donc ça ne va pas être une conférence à deux voix. Moi, je vais vous parler d'un certain nombre de découvertes pour vous montrer, comme vous pouvez le voir avec cette première diapositive, que la question des faux en archéologie préhistorique, elle n'est pas nouvelle, hein, puisque cet ouvrage de monsieur de Pradenne, Vaison de Pradenne, est connu de tous les archéologues, c'est un peu la référence. Et ce n'était pas le premier travail publié sur ce sujet-là, puisque Gabriel de Mortillier avait publié sur ce sujet-là, Émile Rivière avait publié sur ce sujet-là. Et donc on pourra en reparler parce que c'est finalement un sujet qui passionne pas mal. Je me souviens, et je crois qu'elle était ici, d'une excellente conférence qu'avait faite Jean-François Tournepiche sur ce sujet, il y a des années. Donc c'est un beau sujet. Puis après je passerai la parole à Jean-Luc pour qu'il puisse vous faire part, lui, de sa vision qu'il a de journaliste de cette difficulté. En sciences préhistoriques, le problème de l'exactitude de l'information est naturellement corrélé, vous en doutez, à ce que l'on a envie de chercher, de ce que l'on a envie de trouver, et bien sûr de nos connaissances quand on mène ce type de recherche. Et beaucoup de découvertes qui étaient considérées comme exactes pendant une période s'avèrent fausses quand elles sont révisées. Et peut-être une des plus symptomatiques parmi ces découvertes est celle-ci, le fameux homme du Diluvien, puisqu'un médecin suisse au XVIIIe siècle a l'ambition de retrouver dans les archives sédimentaires la trace de l'homme qui existait avant le Diluvien. Et il va le trouver, cet homme avant le Diluvien, puisqu'il va étudier ce magnifique squelette où on peut essayer de tenter de reconnaître une extrémité crânienne. Alors la hauteur de ce spécimen fait à peu près 1 mètre, donc ce n'était pas l'homme du Diluvien qui trouvait, c'était l'enfant du Diluvien. Mais ce n'était pas trop grave, puisqu'il a diagnostiqué ce spécimen comme étant les restes d'un homme immature du Diluvien, et ce sera Cuvier, quelques dizaines d'années plus tard, qui, reprenant les travaux de ce médecin suisse qui voulait absolument trouver cet homme du Diluvien, donc il l'avait trouvé, démontrera qu'il s'agissait en fait d'un fossile de squelette de salamandre géante. Vous connaissez également, obligatoirement, puisque vous êtes des passionnés de préhistoire, que vous êtes là, cette découverte faite par le révérend Buckland en Angleterre, c'est une vue du site et les restes du squelette de ce qu'on appelait à l'époque la fameuse Red Lady. C'est le premier spécimen du Paléolithique supérieur mis au jour dans le monde et encore conservé. Mais le révérend Buckland, à l'époque, est incapable de penser qu'il est en présence de vestiges archéologiques préhistoriques très anciens, malgré l'abondance de matériel, de mobilier, de parures qui étaient associés avec cet individu, même de vestiges réalisés en ivoire de mammouth. Et pour le révérend Buckland, il est obligatoirement en présence de vestiges humains qu'il rapporte à une période indéfinie de l'Antiquité. Comme c'est un homme, qu'il est anglais, qu'il a ses convictions religieuses, s'il y a de la parure, ça ne peut pas être un homme, c'est une femme. C'est pour ça que ce squelette a comme surnom The Red Lady, parce qu'en plus le squelette était ocré. Depuis, on a repris l'étude de ce matériel et Eric Trinkos, grand spécialiste des hommes
préhistorique du Pléistocène supérieur a démontré que nous n'étions pas en présence d'un homme, mais d'une femme, mais d'un homme. Et d'un homme, bien sûr, de la fin du Paléolithique supérieur. Donc nous avions une vraie découverte, un vrai fossile, mais une fausse interprétation qui était vraie pour le révérend Buckland à l'époque, en fonction de ce qu'il était capable de connaître et de savoir. Vous savez obligatoirement tous qu'à partir du moment où on a découvert notre Néandertal chéri qu'on aime particulièrement ici, eh bien, pendant un certain nombre d'années, l'homme de Néandertal a été considéré par une partie de la communauté scientifique comme étant un homme récent, pathologique, parce que ces membres de cette communauté scientifique, de très grands anatomistes allemands, spécialistes de pathologie osseuse, refusaient de croire en l'existence d'un homme préhistorique morphologiquement différent de nous, et voyaient dans les traits anatomiques de cet homme de Néandertal des traits de population est-asiatique qui avaient été supposés suivre l'armée du tsar russe à la poursuite de l'armée napoléonienne et qui aurait déserté à l'époque, etc. Donc on voyait dans ces vestiges osseux ceux d'un mongol ayant déserté l'armée russe et pas du tout ceux d'un néandertalien. Il a fallu quand même presque une petite dizaine d'années pour que scientifiquement des personnes étudiant beaucoup plus sérieusement ces vestiges, pas les inventeurs, puisque les deux inventeurs avaient réalisé qu'ils étaient en présence d'une humanité différente, que la communauté scientifique accepte cette découverte. Peu de temps après, vous avez la fameuse découverte de Moulin-Quignon, la fameuse mandibule trouvée par Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes dans ces niveaux des terrasses alluviales de cette région de France particulièrement célèbre qui a construit la naissance de la préhistoire et le fait que des fossiles et des outils taillés par les hommes pouvaient être beaucoup plus anciens que ce que l'on pouvait croire. Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes s'est fait tromper, mais il n'a pas trompé les gens sur l'association de cette mandibule dans des niveaux anciens, parce que cette mandibule a bien été trouvée dans des niveaux anciens des terrasses alluviales, mais cette mandibule était intrusive dans ces niveaux, et il y a eu tout un panel de scientifiques qui sont venus sur place. C'est assez intéressant à lire d'ailleurs, qui ont attesté de la mandibule, la présence en place. C'est pour ça qu'elle est coupée en deux, vous voyez, derrière la molaire, parce qu'ils sont même allés voir quelle était la nature des sédiments conservés dans les alvéoles des molaires. Si maintenant on serait incapable de couper une telle pièce en deux avant d'avoir fait 1000 analyses avant, à l'époque, pour vérifier, ils faisaient ça. Et des scientifiques anglais ont beaucoup douté de l'ancienneté de cette mandibule à cette période-là. Ils avaient raison, elle était moderne, elle était intrusive dans les niveaux. Mais ce qui n'a pas aidé Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes, c'est le fait que ces ouvriers, qui étaient payés pour trouver des vestiges archéologiques, avaient très rapidement compris qu'il était très facile de fabriquer des faux bifaces. C'est ce que vous voyez photographié à côté. Et que les ouvriers de Jacques de Crèvecoeur de Perthes fabriquaient des bifaces assez vite. Et tous les bifaces que vous voyez là sont des faux bifaces attribués au même niveau des terrasses alluviales de ces terrasses de Moulin-Quignon, fabriquées par ces ouvriers. Et à l'époque, les scientifiques qui se sont interrogés sur la mandibule se sont aussi interrogés sur le fait de savoir si tous les bifaces étaient vrais ou pas, mais considéraient que ça prenait trop de temps aux ouvriers de fabriquer un biface, relativement au temps qu'ils étaient payés pour le faire et au prix de la découverte d'un biface. C'était les premiers à faire de l'expérimentation de taille. Et Serge qui est là sait très bien que ça va très très vite de fabriquer un biface en fait. Et donc c'était très rentable pour eux d'en faire plein. Ils ne payaient pas très cher la découverte de biface. Je crois que c'était 0,10 centimes de l'époque. Mais à l'époque, ils étaient payés que 4,50 francs par jour. Donc malgré tout, si vous en faisiez 50, ça valait le coup. Je vous rappelle également que lors de la découverte des hommes de Cro-Magnon, et pendant très très longtemps, ces hommes de Cro-Magnon ont été considérés comme associés au niveau inférieur de l'abri de Cro-Magnon, livrant de l'Aurignacien, et c'est pour ça que pendant très longtemps, on a considéré qu'ils représentaient un petit peu le type des premiers Européens modernes, alors que archéologiquement, on savait que certains d'entre eux avaient été trouvés au sommet du remplissage, et que archéologiquement, on savait qu'il y avait au-dessus des niveaux aurignaciens des niveaux gravétiens, et même Denys de Sonne-Villebord, immense scientifique devant l'Éternel, dans sa thèse, a toujours maintenu l'idée de l'association de ces hommes fossiles avec l'Aurignacien, alors que nous savons, depuis que l'on a aussi tenté des dates absolues sur la parure accompagnant ces individus, qui sont effectivement bien rattachés à la période gravétienne. Donc,
scientifiquement, on peut aussi, par moments, oublier notre rigueur scientifique parce que, quelque part, des informations sont acquises de nos prédécesseurs, je vais dire de nos maîtres, et on n'a pas envie de critiquer le travail de nos maîtres. Et il faut attendre 1-2 générations pour pouvoir revenir sur certains types de travaux. Malgré tout, quelquefois ça va beaucoup plus vite, et je pense qu'un des exemples les plus symptomatiques est celui d'Émile Cartaillac, qui en 1902 va publier ce texte connu de tout le monde sur le mea culpa d'un sceptique, s'excusant auprès de l'inventeur de la grotte d'Altamira du fait qu'il n'avait pas été capable à l'époque, donc en 1881, quand cette grotte va être expertisée mal par Édouard Harlay, de reconnaître l'existence des peintures d'Altamira, parce qu'Émile Cartaillac à l'époque, malgré le fait que c'est déjà un très grand préhistorien, ne peut pas accepter l'idée que des hommes préhistoriques qui sont supposés être quand même beaucoup plus primitifs que nous aient pu avoir été les artisans de ces magnifiques peintures qui à l'époque sont considérées comme trop fraîches. On pouvait toucher le doigt de la peinture, enlever les pigments, et qu'on ne comprenait pas comment ces individus auraient pu s'éclairer dans cette grotte, puisqu'on pensait effectivement qu'on n'était pas tout à fait sûr qu'ils aient maîtrisé le feu, alors que l'inventeur de la grotte avait démontré, pas forcément scientifiquement, parce que les collectes ne se faisaient pas comme elles se font maintenant, tous les éléments pouvant attester de l'ancienneté de ces peintures, et malheureusement pour lui, il est mort sans avoir la reconnaissance scientifique qui lui était due, mais c'est bien lui et sa fille qui ont découvert la première grotte ornée, et il a fallu presque 20 ans pour accepter ces découvertes, après que celle de Dordogne soit réalisée ici à Fond-de-Gaume au Combarel, et que des peintures aient été trouvées bien masquées par des niveaux sédimentologiques, livrant du matériel archéologique. Ce type de travaux, mea culpa d'un sceptique, je pense que nous, dans la communauté des paléoanthropologues, on pourrait en faire au moins un par an, si on était courageux, mais on ne l'est pas trop. Encore plus dramatique, la découverte des premiers restes d'Homo erectus, et vous ne le savez peut-être pas, Eugène Dubois, que vous voyez là, jeune médecin militaire, fervent adhérent des théories évolutionnistes de Charles Darwin, va décider de partir dans une colonie hollandaise, donc en Indonésie, pour trouver ces restes de cet homme préhistorique très ancien, qui est obligatoirement, selon lui, associé à un environnement tropical. Et il va trouver ces 3 restes. Une calotte crânienne d'Homo erectus, ce magnifique fémur que vous voyez avec une pathologie, mais c'est un fémur anatomiquement très très proche du nôtre, qui lui permettait d'affirmer que cet individu était bipède, alors que la calotte crânienne était très très primitive, beaucoup plus primitive que celle de Néandertalien, et cette très belle molaire. Il va revenir avec ce matériel en Hollande, et là il va être, il va être critiqué d'une façon absolument énorme par tous les anatomistes, en disant « mais non, vous vous trompez complètement, ces restes ne sont pas ceux d'un homme qu'il appelle à l'époque Pithecanthropus erectus, ces restes sont ceux d'un gibbon géant ». Et il va être tellement critiqué, tellement déçu qu'à la fin de sa vie, il va refuser de montrer ses découvertes, il va garder chez lui, elles vont être gardées secrètes par lui et sa famille, et à la fin de sa vie, il sera même convaincu qu'il s'était peut-être trompé, que ces restes n'étaient pas ceux d'un homme préhistorique aussi ancien. Il y avait d'autres missions qui s'étaient faites sur le même territoire, on n'avait pas trouvé des restes humains. Eugène Dubois ne s'était pas trompé. La calotte crânienne que vous avez là est bien celle d'un pithécanthrope ou d'un Homo erectus indonésien, très primitif, très ancien. La dent que vous voyez photographiée là est bien celle d'un homme préhistorique rapporté au même taxon. En revanche, le fémur que vous voyez là était intrusif dans les niveaux alluviaux et lui appartient en fait à un homme moderne. Donc sur le fémur, il s'était trompé. Mais après ces découvertes, il avait trouvé d'autres diaphyses fémorales qui, elles, se rapportent bien à des Homo erectus. Donc, partiellement exact, globalement exact, plutôt partiellement faux, mais avec des démonstrations que Eugène Dubois n'était pas capable de faire à l'époque pour l'étude de ce fémur qui a quand même permis d'attester l'existence d'un homme préhistorique beaucoup plus ancien que les Néandertaliens ou les pré-Néandertaliens qu'on avait en Europe, et bipède. Ah, je ne pouvais pas ne pas parler de la fameuse imposture du fameux homme de Piltdown qui a plombé la paléoanthropologie européenne de l'Ouest, anglaise et française pendant près de 40 ans, puisque là, on est en présence d'un vrai faux réalisé par une personne toujours non identifiée, peut-être pas qu'une seule, avec la volonté de masquer une partie de l'anatomie d'une mandibule, d'un orang-outan probablement, en limant les dents, en la colorant,
d'un crâne actuel pour qu'en Angleterre, on trouve le fossile que l'on attendait, à savoir un fossile avec une boîte crânienne plutôt moderne, donc un gros cerveau, et un système masticateur plutôt de grands singes. On ne sait pas qui a réalisé ce faux, toujours conservé dans les collections du British Museum. On pense que c'est peut-être l'inventeur du lieu où on a trouvé ces vestiges, M. Dawson, mais ce n'est pas sûr, puisqu'il est possible aussi que le père Teilhard de Chardin soit un tout petit peu impliqué dans cette histoire, et que le très grand romancier dont le nom m'échappe, celui qui a fait... ça va me revenir. Sherlock Holmes. Qui a écrit Sherlock Holmes? Conan Doyle, merci, désolé, c'est la vieillesse. Conan Doyle vivait dans le coin, et il y a des personnes qui pensent que peut-être aussi Conan Doyle était impliqué dans cette histoire-là. Moi, je pense que c'est plutôt Teilhard de Chardin. Mais c'est pas... non, je plaisante. Voilà, mais malgré tout, il a fallu quand même attendre près de 50 ans pour démontrer que ce fossile était faux. Et ce petit fossile, quand même, il a eu une importance capitale pendant beaucoup d'années sur les paléoanthropologues anglais, parce que les paléoanthropologues anglais le cachaient bien et empêchaient aux Européens continentaux de l'étudier, parce qu'il a été à l'origine de l'hypothèse de l'existence d'une lignée qu'on va appeler après la lignée des Pré-Sapiens, qui aurait évolué en Europe parallèlement à celle des Néandertaliens, les gros abrutis, Pré-Sapiens étant nos ancêtres, les ancêtres des Homo sapiens. Et il va falloir attendre les années 60-70 pour que cette hypothèse des Pré-Sapiens, qui a été très fortement soutenue par un très grand paléoanthropologue, Henri-Victor Valois, directeur du Musée de l'Homme, disparaisse et soit réfutée par les travaux, par exemple, d'un monsieur comme Jean-Jacques Hublin, qui a beaucoup travaillé sur ça, sur l'arrière-crâne des fossiles qui étaient supposés à des Pré-Sapiens. Donc ce faux-là, anglais, il a quand même eu un impact très fort dans la communauté scientifique pendant près de 50 ans. Les mêmes a priori scientifiques sur ce que devait être un fossile expliquent pourquoi cet australopithèque porte le nom d'australopithèque, pourquoi on a appelé ce très vieux représentant de la lignée humaine Australopithecus africanus. Vous avez reconnu le crâne de l'enfant de Tongue trouvé en Afrique du Sud par Raymond Dard, reconnu en Afrique du Sud par Raymond Dard en 1924. Pourquoi il s'appelle Australopithecus africanus? Tout simplement parce qu'à l'époque, quand Raymond Dard veut publier sa découverte dans la très célèbre revue Nature, on est déjà au moment où il faut publier des très belles découvertes dans des supports éditoriaux particuliers, il va proposer un autre nom pour ce fossile, sur lequel il a été capable de reconnaître que la maturation squelettique, la calcification des dents et le développement de l'encéphale ne pouvaient pas être celui d'un grand singe, mais les rapporteurs de son article vont refuser qu'il utilise cet autre nom, où il y avait écrit non pas Pithecus, mais il y avait écrit Anthropus, pour bien dire humain. Et pour que le papier soit accepté, Raymond Dard a accepté de changer le nom de genre qu'il venait de créer en singe de l'Afrique australe. À nouveau, a priori scientifique, vraie découverte et quelque part faux nom, puisque peut-être que ce fossile mériterait de ne pas s'appeler Australopithèque. Mais malgré tout, la façon dont on nomme un fossile en 1924 a toujours une importance capitale sur la façon dont on perçoit les membres de cette lignée humaine vieux de près de 3 millions d'années en Afrique. Et vous allez voir que ce problème, il est toujours récurrent et il existe toujours. Vous savez, depuis ces périodes-là, on a trouvé des tas de fossiles, on a créé des tas de noms de genres, on a créé plein de buissons évolutifs, des lignées humaines partout en Afrique et dans l'Ancien Monde. Et malgré nos capacités à intégrer toutes ces découvertes, où on va dire depuis près de 100 ans maintenant, on est en 2019, on va considérer que l'histoire évolutive très ancienne de l'homme est acceptée depuis, on va dire, 1924, puisque je vous ai montré le crâne de cet Australopithecus africanus. Et bien, malgré cette quantité de connaissances de travaux, on a toujours beaucoup de difficultés pour accepter des choses différentes et des découvertes différentes. Et la plus symptomatique est probablement celle-là. Vous avez obligatoirement entendu parler de l'homme de Florès, mis au jour en 2004 dans une cavité. L'homme de Florès, son anatomie ne nous permet pas de comprendre quel serait le processus évolutif qui explique qu'un homme fossile sur une grande île d'Indonésie a vu sa capacité crânienne diminuer au point d'être plus petite que celle d'un grand singe actuel. Moins de 400 cm3 pour un adulte. Le crâne de Florès, il tient à ma main, c'est moins gros qu'un pamplemousse. Et à l'époque,
Quand cette découverte est publiée dans la revue Nature, j'ai des emails de collègues, parce qu'on échange à ce moment-là, en disant qu'est-ce que tu en penses, etc., qui m'ont dit, mais Bruno, c'est une fake news pour se moquer de la revue Nature. C'est un faux. Ce n'est pas un vrai fossile, parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il y avait également des films très célèbres qui ont rencontré un succès mondial, qui étaient sortis, qui avaient été partiellement tournés en Indonésie et en Nouvelle-Zélande. C'est la fameuse trilogie du Seigneur des Anneaux avec les petits hobbits. D'ailleurs, depuis, l'homme de Flores s'appelle le Hobbit. Toujours actuellement, si j'avais prévu une diapositive, mais elle était affreuse à vous montrer, donc je l'ai enlevée. Si vous prenez tous les articles publiés sur l'homme de Flores, vous pouvez trouver actuellement autant d'articles qui vous disent l'homme de Flores, c'est une lignée humaine particulière dont on ne réussit pas à comprendre, ou plus ou moins, l'histoire évolutive, et des articles qui vous disent non, c'est faux, l'homme de Flores, c'est un homme moderne, récent, pathologique. Donc, question non résolue pour Flores. On raisonne en 2020 sur Flores exactement comme on raisonnait sur Néandertal entre 1856 et 1964. Comme si toutes les découvertes que je vous ai montrées avant n'avaient pratiquement servi à rien. Et alors là, quand on parle de ce qu'est un Homo sapiens, c'est pire. On vous a dit en 2017 qu'on avait trouvé le plus vieil Homo sapiens et que cette origine d'Homo sapiens était panafricaine grâce à ces découvertes réalisées à Jebel Irhoud. On vous a dit en 2018 qu'on avait le plus vieil Homo sapiens trouvé au Proche-Orient en Israël sur la base de la découverte de ce maxillaire et de ses dents. Et on vous a dit cette année que cet arrière-crâne d'un fossile trouvé dans une grotte de Grèce, l'individu Apidima II, était probablement le plus vieux Homo sapiens d'Europe, vieux de près de 210 000 ans. Mais ce qui est très rigolo, avec alors Mislia et Jebel Irhoud, j'en ai déjà parlé ici, donc je ne reviens pas sur eux, mais on pourra le faire en discutant. Ce qui est beaucoup plus rigolo avec Apidima II, publication du mois de juillet de l'année 2019, c'est qu'Apidima II, il a également été étudié par l'équipe de Marie-Antoinette de Lumley, qui en a fait une monographie, publiée cette année, en 2019, et dans cette étude, le crâne d'Apidima II est présenté comme celui d'un pré-néandertalien. Donc là, on a un gros problème, puisque des équipes de paléoanthropologues renommés, brillants, vous interprètent le même arrière-crâne, soit comme étant le plus vieux Homo sapiens, comprendre le plus vieux représentant de la lignée des hommes modernes d'Europe, soit comme celui d'un pré-néandertalien. Cherchez l'erreur. Et puis encore plus récemment, mais probablement vous n'en avez pas entendu parler, ou alors il a fallu que vous lisiez Sud-Ouest, si l'article est publié. Vous savez que globalement, on vous a dit que sur la base de l'ADN mitochondrial, les plus vieilles populations dont nous serions les descendants seraient sorties d'Afrique aux alentours d'il y a 50 000 ans et qu'elles seraient des populations situées en Afrique de l'Est. En tout cas, moi, ça, je vous l'ai dit ici, dans cette salle, il y a quelques années. Eh bien, là, il y a quelques semaines, une nouvelle étude vous place l'origine de ces plus vieilles populations modernes, expliquant la diversité génétique mitochondriale actuelle, non pas en Afrique de l'Est, mais plutôt en Afrique du Sud. Et il ne la place pas aux alentours d'il y a 50 000 ans, mais d'il y a 200 000 ans. Et à nouveau, quand on échange avec des collègues sur ces résultats, vous avez des personnes qui critiquent très fortement ce type de travaux ou d'autres qui l'acceptent. Ce qui fait qu'on est très loin d'être sorti de ce que l'on pense être vrai en préhistoire et ou en paléoanthropologie, mais là je ne vous ai parlé que de paléoanthropologie, qu'il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure à une classe d'élèves qui n'était plus en terminale si j'ai bien compris, que la science, ça consistait essentiellement à présenter à un temps donné, à un moment donné, l'hypothèse que l'on pense être la moins fausse ou celle associée au plus faible risque d'erreur de se tromper. Donc, si je comprends bien, les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. C'est bien ça, Bruno ? Ah oui. Depuis qu'il y a des hommes, il y a des fake news. Au Magdalénien, il y a des faux, puisque les Magdaléniens ont bien fabriqué des fausses craches de cerf quand ils n'avaient pas les pièces qu'il leur fallait et qu'ils en ont fait des colliers qui sont présentés ici en salle haute. Bah, c'est des vrais faux, ceux-là. Mais c'est des faux quand même. Ce n'est pas des vraies dents de cerf. Donc,
on a parlé là de science et de scientifiques qui n'ont pas forcément tout le temps les mêmes finalités. Et c'est pour ça qu'on va parler de fake science, de junk science, parce que les scientifiques, et comme toutes les sciences ne sont pas exactes, il y a forcément, à un moment donné, une erreur, une volonté de parfois tromper. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes scientifique, et pour être reconnu, il faut publier. Alors il y a les revues les plus connues, Science, le Lancet pour la médecine, Nature. Et comme ça ne suffisait pas, et comme il y avait beaucoup de scientifiques, ou de pseudo-scientifiques, eh bien ces 5-10 dernières années, il s'est créé une montagne de revues scientifiques ou pseudo-scientifiques. On en compte à peu près 10 000. Alors que réellement, quand vous êtes un scientifique digne de ce nom, ben vous allez publier dans les revues, la vingtaine, la trentaine de revues qui font foi, on va dire. Et à partir de là, si vous n'êtes pas publié dans ces revues, eh bien, il faut avoir un petit peu quelques interrogations. Et ces interrogations, bien, il faut les avoir tout simplement parce que il y a de vrais scientifiques en France, par exemple, qui sont au CNRS, qui sont dans des labos d'universités, etc. Et puis, il y a, j'allais dire, des scientifiques de pacotille. Et il faut bien voir que le problème vient aussi que les vrais scientifiques, qui sont des gens brillants, eh bien parfois quand ils se trompent, ils ont beaucoup plus de mal à reconnaître qu'ils se sont trompés, que ce n'était pas très précis, très juste. Et ce qui est nouveau en fait avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, etc., c'est que, j'allais dire, le n'importe quoi prend de plus en plus de place et vous en apercevez tous les jours. Tous les jours. Et comment est-ce possible, par exemple, que en 2019, eh bien, on se pose encore la question, en tout cas pour certains, est-ce que la Terre est ronde? Est-ce qu'elle est plate? Vous allez sur Internet, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'occurrences qui vont parler, mais attention, la Terre est ronde, on vous ment, la Terre est plate. Comment encore on peut se dire comment ça se fait, la théorie de l'évolution est une erreur? Alors là, les créationnistes, vous en avez des millions dans le monde entier. Alors évidemment, beaucoup plus aux États-Unis, un petit peu moins, beaucoup moins en France. Vous en avez en Grande-Bretagne, vous en avez en Allemagne. Et puis, le top du top, c'est peut-être, on n'a jamais marché sur la Lune. Hein, vous le savez tous. Vous le savez tous. Donc tout a été monté à Hollywood et on a diffusé de fausses images parce que on n'était pas capable à ce moment-là, soi-disant, de transmettre des images de la Lune vers la Terre. Donc vous voyez que toutes ces informations scientifiques, eh bien, à un moment donné, posent problème à certaines personnes. Et comme ces personnes croient dur comme fer leur position, eh bien, ils vont jouer un petit peu sur l'inattendu. Ils vont amener les gens à avoir confiance en leurs propos, en leurs publications. Et cela va permettre de faire du buzz, en fait.
Et plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est là où chacun de nous avons une responsabilité, parce que quand on a une information qui est, on va dire, avec beaucoup de points d'interrogation, souvent on a tendance à « allez, je partage ». Eh bien, partager, ça veut dire que vous validez quelque part ce que vous envoyez. Parce que ce que vous allez partager, d'autres vont le faire. Et à partir du moment où c'est lancé, ben ça ne s'arrête plus. Un exemple de la semaine dernière, le journal Le Monde diffuse par une erreur technique la nécrologie de Bernard Tapie. Voilà, quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment. Le Monde s'en aperçoit 6 minutes après. Eh bien, entre le moment où c'est en ligne et les 6 minutes, il y avait déjà près de 12 000 personnes qui avaient partagé cette information. Et je vous garantis que dans toutes les rédactions à Paris, tout le monde a essayé de joindre Bernard Tapie ou son entourage pour savoir s'il était réellement mort. Alors, il y avait des indices dans la publication du Monde. Par exemple, la date de la mort était barrée par des X. Il y avait également le lieu du décès qui n'était pas mentionné. Donc, ça permettait de se dire, oula, attention. Mais vous avez eu donc des milliers de personnes qui ont partagé cette information sans regarder. Et c'est peut-être là notre responsabilité, c'est que quand vous avez une information, eh bien, évidemment, il faut la lire, mais il faut avoir systématiquement des petites lumières rouges dans sa tête et se dire, oh là, attention, c'est quoi cette histoire? Bon, vous êtes sur Internet, vous avez des possibilités de vérifier. Soyez un petit peu des détectives de l'information. Parce que, allez, jusqu'au début des années 2000, l'information, c'était les médias, c'était la presse écrite, la radio, la télé. Là, depuis les années 2000, on est submergé d'images, d'informations, et il y a tout et n'importe quoi. Et c'est évidemment ce n'importe quoi qui pose problème. Parce que vous allez avoir sur une publication, sur un partage, sur un post, quelque chose de faux qui va rapidement devenir une vérité. Et après, il va falloir qu'il y ait une montagne de personnes, souvent des scientifiques, qui montent au créneau pour dire « mais attention, ça c'est totalement faux, ça n'existe pas ». Et encore une fois, on se dit « bon, c'est pas très grave ». Je l'ai envoyé aux 500 amis que j'ai sur Facebook, par exemple. Oui, mais ces 500 amis, ils ont 500 amis eux aussi. Donc ça veut dire que finalement, vous avez partagé une fausse information qui va elle aussi être partagée et la boule de neige ne s'arrête plus. Et à un moment donné, il faut peut-être se poser la question et ces informations, ces fausses informations, ces fake news, eh bien, ça peut être très dangereux en fait pour notre démocratie. Alors vous allez dire, oula, mais où il va celui-là Non, réellement. Et on le voit. Donald Trump,
dit que c'est lui qui a inventé le mot fake news en 2016. Bon, évidemment, c'est une fake news. Mais on voit bien ce qui s'est passé au moment de son élection, on voit bien ce qui s'est passé au moment du Brexit. Il y a eu énormément de fake news. Et le leader du parti du Brexit maintenant a reconnu qu'il avait donné plein de fausses informations pour que pour que les Anglais, voilà, pour que les Anglais votent pour le Brexit. Donc, quand on parle de faire attention, parce que ça peut jouer sur notre démocratie, eh bien, on le voit. Ça s'est passé aussi en France au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a eu des intrusions des hackers russes pour, là aussi, balancer des infos. Et le vrai problème, c'est que tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., ils n'ont aucune règle, ou si peu. Vous êtes à la tête d'un média en France, vous avez des obligations. Vous êtes journaliste en France, il y a des règles de déontologie. Un journaliste vérifie ses sources. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, et si on parlait du pont de Ligonnès? Alors, du pont de Ligonnès, c'est simple, un vendredi soir, veille d'un week-end, à peu près 21h30, il y a cette info qui tombe, qui est donnée par le journal Le Parisien et par un journaliste que je connais bien, qui s'appelle Jean-Michel Decugy, et qui est le summum du journalisme. Vraiment, c'est un fait diversier, mais je vous garantis que quand il sort une info, c'est béton. Et là, il a cette info qui vient d'Écosse via 5 sources. À la PJ, à la préfecture de Paris, une au ministère de l'Intérieur et 2 autres qui sont des sources habituelles des renseignements intérieurs. Donc, ces 5 sources valident l'information. Pourquoi ? Parce que les policiers écossais ont appelé leurs collègues d'Interpol et ils ont dit on a du pont de Ligonnès, puisqu'il y avait une fiche qui est toujours en cours. Hein. Et le problème, c'est que par exemple pour les empreintes, en France, il faut qu'il y ait 12 points communs. En Écosse, c'était seulement 5. Et tout part de là. Alors évidemment, après vous allez dire, tout s'emballe. Oui, parce que l'affaire du pont de Ligonnès a passionné les gens, parce que, il faut le dire aussi, ça peut faire de l'audience pour les télés, ça peut faire vendre du papier, et ça a été le cas. Hein, mais il y a eu quand même ces sources qui ont validé l'information. Donc on ne peut pas dire que ça a été une fake news. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que certainement, on a peut-être manqué un petit peu de prudence. Alors après, les fake news, vous en avez des tonnes, que ce soit donc en science ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors c'est nouveau parce qu'il y a les réseaux sociaux et ça va beaucoup plus vite. Mais
avant Internet, donc c'est pas si vieux que ça. La rumeur, c'était aussi une fake news. Les ragots, c'était des fake news. Et en cherchant pour préparer l'intervention de ce soir, on s'aperçoit que, allez, la première fausse nouvelle volontaire, elle date de la fin du 18e. C'est Charles Havas, de l'agence Havas. Donc, Havas, en fait, a créé la première agence de presse, entre guillemets, qui est devenue ensuite l'AFP après la Seconde Guerre mondiale. Mais Charles Havas, en fait, était un touche-à-tout, et c'était aussi un financier. Il a été plusieurs fois ruiné, il s'est refait, etc. Et il balance la première, je crois que c'était en 1852, un truc comme ça. Il balance une fausse information financière pour essayer de gagner de l'argent. L'histoire ne dit pas s'il a gagné de l'argent, mais en tout cas, l'histoire dit que ça a été la première fausse information donnée par une agence de presse. Bon, après, Havas s'est tourné vers la publicité et ceci explique peut-être cela. Mais il faut bien voir que ça a toujours existé. Le problème, c'est que quand il y avait une rumeur aux Aisies, ça allait peut-être jusqu'à Périgueux. Mais ça sortait en tout cas pas du département. Maintenant, vous dites une bêtise, vous balancez une fausse information et en quelques minutes, ça peut être repris à l'autre bout du monde. Donc vous voyez la responsabilité, encore une fois, de chacun de nous par rapport à une information. Et pourquoi il y a cet essor inédit des fake news ? Eh bien parce que chacun de nous a envie un petit peu d'être journaliste, d'apporter une information. Ah, mais attendez, moi je suis au courant de telle chose ou telle autre, et boum, je vais prendre une photo, je vais envoyer cette information, mais il n'y aura eu aucune vérification. Parce que le commun des mortels n'a pas forcément ni les contacts, ni le savoir pour vérifier telle ou telle information. Et pour reprendre un événement récent ici au musée, il y a eu un léger dégagement de fumée il y a peu de temps. Il y a eu beaucoup de camions de pompiers. Et un journaliste qui traite cette information ou qui a cette information va appeler les pompiers à Périgueux, va appeler la préfecture. Alors qu'est-ce qui se passe au musée national de la préhistoire? Et on va lui dire, bon, ben, pas grand-chose, c'est une climatisation qui a posé problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui se promène là par hasard et qui voit une quinzaine de camions de pompiers devant le musée, qui prend une photo et qui balance ça sur les réseaux sociaux en mettant une légende 15 camions de pompiers devant le musée de la préhistoire, celui qui voit ça à Lille, il va se dire « Waouh, le musée n'existe plus, quoi. » Vous voyez ? Donc tout ça pour dire qu'il est important de vérifier l'information. Et même si vous n'avez pas tous les contacts possibles, inimaginables, eh bien, soyez un petit peu détective. C'est-à-dire que quand vous avez une information, quand vous voyez une publication, quand vous lisez une publication, dites-vous, bon, d'où ça vient?
c'est important de se dire, bon, et vous allez voir que souvent, les informations qui sont un petit peu, j'allais dire, dérangeantes, les informations qui sortent de l'ordinaire, eh bien, c'est souvent des personnes que l'on ne connaît pas. Ça va être un pseudo X ou Y, mais c'est jamais nominatif. Et puis, quand vous voyez quelque chose qui vous interpelle, soyez curieux. Allez voir les posts précédents et souvent, vous allez voir que c'est tout le temps dans le même sens. Alors évidemment, il y a des classiques en ce moment. Évidemment, vous avez plein de posts sur les migrants, sur les gays, sur les blacks. Alors évidemment, un grand classique, les juifs. Et vous apercevez qu'en regardant et en descendant toutes les publications, eh bien, c'est tout le temps dans le même sens. Donc évidemment qu'il y a problème. Et ce problème va entraîner en fait en chacun de nous, à un moment donné, et c'est là où peut-être les scientifiques devraient ou sont en train, je ne sais pas, se poser la question de savoir comment, dans notre tête, on en arrive à un moment donné, à échanger quelque chose que l'on sait très bien que c'est totalement bidon. Et encore une fois, et je vais employer le mot responsabilité souvent, parce que c'est ça. Quand vous prenez une vidéo de quelqu'un, par exemple ce soir, vous prenez avec votre téléphone portable notre intervention. Au départ, pas de volonté de nuire, au contraire, mais à un moment donné, vous allez mettre ça sur les réseaux, sur un blog. D'accord. Si vous venez nous demander l'autorisation de mettre ça sur Internet, ok, pas de problème, on vous donne l'autorisation ou pas, pas de souci. Mais là où il y a souci, c'est que globalement, les personnes qui filment, qui prennent des photos, ne demandent jamais à la personne qui est filmée ou à la personne qui est prise en photo l'autorisation d'utiliser l'image de la personne. Et après, on peut tout faire dire à mes propos, par exemple. Il suffit de légender une photo, de faire un paragraphe de présentation totalement éhonté, et boum, c'est parti. Alors juste un truc, le droit à l'image, on en parle beaucoup quand ce sont les journalistes qui filment une personne, un événement X ou Y, mais sachez que chacun de vous, si vous prenez une photo, si vous filmez, vous devez demander l'autorisation à la personne de pouvoir utiliser son image. Et peu de monde le sait. Parce que vous filmez je sais pas, vos petits-enfants lors de la kermesse de l'école, eh bien, vous êtes censé demander aux parents si vous pouvez utiliser l'image que vous allez mettre sur Facebook. Parce que une personne mal intentionnée, qui sera en Indonésie ou au Brésil, va pouvoir récupérer ces images-là et en faire n'importe quoi. Ce qui était important aussi, c'est que on parle de fake news, de fausses informations. Mais on parle aussi de fake news
pour des informations qui n'arrangent pas forcément les personnes dont ces informations parlent. Et évidemment, là, j'en viens à Donald Trump, qui, lui, quand il y a une information qui est vraie, mais qui ne l'arrange pas, dit tout simplement que ce sont de fausses informations. Et en ce moment, ça n'arrête pas. Alors évidemment, comme à chaque fois, il vilipende les médias établis et dit voilà, regardez mon compte Twitter, vous aurez l'information, la vérité. Évidemment, ce n'est pas vrai. Et là aussi, c'est là où il est finalement très fort, et son équipe de communication aussi, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens croient évidemment le président de la puissance numéro 1 au monde. Et ça se compte en millions de personnes. Et là, ça devient un vrai problème, parce que encore une fois, autant Donald Trump dit les médias mentent, racontent n'importe quoi, ils sont contre moi, pour certains c'est vrai, mais je vous garantis, pour connaître des journalistes en place aux États-Unis, 99% des journalistes font bien leur boulot, en tout cas ceux qui suivent la campagne de Trump. Tout ça pour dire que Trump, même lui, n'a pas de déontologie par rapport à un journaliste. Il balance, rien n'est vérifié. Et ce soir, en rentrant chez vous, vous regardez Fake News Donald Trump, vous allez voir, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, quand il y a des informations qui vous paraissent tellement étranges, vérifiez. Mais ensuite, dites-vous aussi, comme je disais tout à l'heure, plus c'est gros, plus ça passe. Mais derrière, il y a aussi un aspect financier. N'oubliez pas que le net, c'est le clic. Et le clic, eh bien, ce sont des dollars derrière. Donc, plus c'est gros, plus ça passe, plus ça interroge, plus on va cliquer, et plus la personne qui a posté cette fausse information, eh bien, va gagner de l'argent. Parce que s'il y a des millions de vues, et ça arrive fréquemment, hein, il y a des fausses informations qui font des 15, 20 millions de vues sans problème. Et au clic, ça fait vraiment des petites fortunes. Pour terminer, je voudrais vous avertir de deux choses qui sont vraiment inquiétantes. Certainement, vous avez entendu parler du deepfake. C'est-à-dire que grâce à un logiciel, on peut maintenant avoir une synchronisation labiale entre une personne, par exemple, moi, je parle, et je vais raconter n'importe quoi avec un côté très scientifique, et on va, avec le logiciel, faire en sorte que la synchronisation labiale entre ce que je dis et ce que dit à un moment X Bruno, eh bien ça va arriver pile poil, et on va croire que Bruno va dire quelque chose qui évidemment n'a rien à voir avec sa qualité scientifique, mais toujours pareil, on est tellement abreuvé d'images, on est tellement totalement omnibulé par les images, qu'on ne va pas faire la différence. Et même là, il y a un film qui va être tourné,
on va ressusciter totalement James Dean grâce à ce logiciel. Donc, vous voyez que Hollywood entre en politique. Je crois qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et encore une fois, et pour terminer, pour qu'il y ait un échange, je pense qu'il faut faire très attention pour nos démocraties. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, qui veulent réagir pour commencer ? Vous parlez beaucoup de notre responsabilité comme consommateurs et aussi utilisateurs de médias. Ma question est comment ? Parce que pour moi, il est totalement impossible de savoir, de juger la qualité de beaucoup des informations. Il y a simplement trop qui viennent sur moi. Et aussi, il est totalement impossible de contrôler de ce qui se passe avec les informations que je donne à certaines personnes ou quoi. Par exemple, j'envoie une photo à quelqu'un et je le retrouve sur Facebook. C'est pas moi qui l'ai mis là, mais une amie qui l'a faite de bon cœur. Bon, ça m'est arrivé la semaine dernière. Aussi, comment je peux juger la véracité de toutes les informations qui arrivent vers moi par Internet, Facebook, n'importe quoi. Donc, je ne peux pas assumer ma responsabilité dans cette situation. C'est quasi impossible de tout vérifier. Mais il y a des petits trucs. Comme je disais, quand vous voyez une photo, eh bien, mettez-la dans le moteur de recherche pour voir si cette photo a déjà été utilisée. Et on s'aperçoit rapidement et facilement que une photo, là on me dit que ça a été pris en 2019 et on s'aperçoit qu'en fait elle existait déjà en 2015. Oui, je pouvais faire ça dans le temps où je lisais que le journal et je voyais une ou deux choses. Je pouvais vérifier, et aussi un bon journal, je pouvais avoir confiance qu'il y a 2 jours après, dans une heure, il a fait une correction, parce que ce sont des journalistes sérieux. Mais maintenant, impossible pour moi de vérifier toutes les informations que je vois dans une journée, et aussi parce qu'ils sont souvent faits de telle manière que c'est émotionnel, ils me fâchent, ils me font une émotion. Donc, je partage ou pas, moi je ne fais pas parce que je ne fais pas beaucoup, mais c'est difficile à résister. Ah mais évidemment que c'est bien sûr, c'est très compliqué et tout est fait pour que l'on puisse s'attacher finalement à cette fausse information et que vous continuez à en recevoir. Vous avez un site qui, au départ, envoyait plein d'images de jolis chatons à plein de monde. Et au final, on s'est aperçu que derrière ça, eh bien, il y avait la scientologie. Donc, vous avez au départ les petits chatons. Ensuite, on vous envoie des petits messages. Ah, mais regardez, les petits chatons, ils sont tous ensemble. C'est peut-être bien de se retrouver tous ensemble. Et puis ensuite, vous avez encore des petits chatons, ils sont tous ensemble. Et on vous dit, ah, mais vous savez, c'est comme dans l'église de Scientologie, on parle, on discute, on est tous ensemble. Et boum. Voilà. C'est un problème, donc. Mais c'est un vrai problème, mais c'est clair. Et pourquoi parle-t-on autant des fake news ? Parce que aussi, ça pose un vrai problème. Et là où globalement, et je prends ma responsabilité, les médias, les journalistes, ne font pas assez la différence entre
une information que l'on aura trouvée sur un réseau social qui peut être une véritable information et une information toujours sur un réseau social qui va buzzer et que certains médias vont couvrir. Oui, je suis tout à fait prête d'accepter que les journalistes sont fiables et qu'ils font bien leur travail, mais le fait est que beaucoup des informations qu'on reçoit ne viennent pas de journalistes et c'est déjà très difficile de faire la différence. Je pense aussi que les exploitants de Facebook, Twitter, etc. auront une responsabilité dans cette situation. Et les algorithmes qu'ils utilisent pour t'envoyer des informations ciblées. Évidemment qu'ils sont responsables, ils le savent. Mais après, qu'est-ce qui pousse Facebook, Google, enfin les GAFAM, ouais. C'est le business. Oui, hein? Mais on ne peut pas échapper. Alors, vous avez le choix. Oui, hein? Vous n'êtes pas obligé d'être sur Twitter, sur Facebook. Est-ce que j'ai le choix? Parce que j'ai besoin de trouver mes clients. C'est comme la télé, hein. On a le choix de ne pas la regarder ou de regarder la chaîne que l'on veut ou pas. Oui, mais c'est un choix qui est en fait très liberté. C'est le même type de choix comme dans le supermarché. J'achète des choses sans plastique. C'est pas possible. C'est pas un vrai choix. On a le choix entre beaucoup de choses, mais on peut pas faire. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, il faut toujours demander qu'est-ce que c'est l'épreuve? Qu'est-ce que c'est l'épreuve? C'est de où? C'est que ça. Qu'est-ce que c'est l'épreuve? C'est exactement ce que je dis. Il faut pouvoir vérifier les... les experts disent oh, il est comme ça, mais c'est pas comme ça. C'est où est l'épreuve? C'est pas comme ça. C'est toujours les peut-être. Toujours. Quand vous parlez... La recherche, c'est de où? De qui? Qu'est-ce que c'est le source? Oui, l'épreuve. Qu'est-ce que c'est l'épreuve? La qualité de l'épreuve. C'est que ça pour moi. Disons que la vérification doit vous amener une preuve qu'une information est fiable ou pas. Après, quand on est journaliste, comme je disais tout à l'heure, on a des possibilités de vérification plus faciles. Et évidemment, on ne donne pas nos sources. Mais ça n'empêche pas que l'information a été vérifiée et que la preuve est là. Alors après, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on doit vous croire sur parole? Je dis oui. En science, je pense que je suis d'accord avec vous sur l'idée, quand vous dites que sont les preuves en science, il faut effectivement, c'est ce que résume très bien Guillaume Lecointre dans son ouvrage, la science, ça répond à un protocole méthodologique qui est testable, qui est répétable, non seulement par les auteurs du résultat scientifique, mais par d'autres. Et si ce protocole de pensée, de travail n'est pas respecté, on ne fait pas de la science. Le problème qu'on a actuellement, et je rejoins beaucoup des propos de Jean-Luc, et ça revient à ne pas répondre à votre interrogation, c'est que très souvent actuellement dans les médias, en tout cas pour moi en tant que scientifique, on vous dit des scientifiques, les scientifiques ont dit. Et on vous livre le résultat. Mais déjà, à ce niveau-là, je l'entends ça, je trouve tous les jours, moi. Et à ce niveau-là, je ne sais pas si le scientifique dont on parle, c'est un scientifique privé, si c'est un scientifique public. Si le scientifique, c'est un scientifique qui travaille dans le laboratoire de recherche et de développement de l'entreprise, dont on peut critiquer une partie des produits, etc. Ou si c'est un scientifique qui fait de la recherche fondamentale. Le problème que l'on a maintenant, c'est-à-dire de la recherche publique, donc, où il est libre de produire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans contrainte. Le problème qu'on a dans la recherche publique, malheureusement, c'est que plus aucun des pays européens ne mise sur la recherche publique, puisque depuis des accords de Lisbonne qui sont vieux depuis plus de 10 ans ou 12 ans, théoriquement, on devrait mettre à peu près 2,5% du produit intérieur brut dans la recherche publique et on ne le fait pas. Donc, actuellement, on préfère
avoir de la fake news plutôt qu'avoir de la recherche publique. Malheureusement. Oui. Moi, je voudrais peut-être parler de quelque chose qui va... là, on regarde ce qui se passe, on dit, voilà, ce qui se passe, etc. Mais que faire? Et je me pose la question de savoir quelle position peuvent avoir les scientifiques par rapport aux médias, mais aux médias en général, et aux médias en particulier. Moi, je pense, parce que j'ai été sollicité, comme tu l'as été, Bruno, comme d'autres l'ont été, par des médias télévisuels, etc. Le gros problème que l'on a très souvent, c'est que l'on répond favorablement sans connaître exactement le contenu de ce qui va être produit auprès du public. Je parle en particulier de ce qu'on peut appeler des documentaires qui, au départ, se veulent scientifiques, mais qui sont des docu-fictions. J'ai vu encore l'autre jour, effaré sur une chaîne publique, une émission sur Cro-Magnon, où étaient interviewés des collègues qui répondaient tout à fait correctement par rapport à leurs recherches fondamentales et à leurs recherches en général, mais ensuite qui étaient illustrés par des images qui étaient complètement à l'encontre du discours qui était tenu. Et il faut savoir, comme le disent les Chinois, qu'une image vaut 1000 mots, et ce que va retenir le public, c'est l'image qui a été présentée, et non pas les discours qui ont été délayés tout au cours de l'émission. Je pense qu'il y a une responsabilité des scientifiques à ce niveau-là, qui est de demander dès le départ, attendez, donnez-moi, moi j'ai été sollicité encore récemment, j'ai demandé le synopsis de l'émission, j'ai dit qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, qui sont les intervenants, quel type d'image, etc. Parce que sinon, on promeut aussi, non pas des fake news, mais presque. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, la question a été posée à les chasseurs du Paléolithique. Alors oui, ils ont inventé, ils ont innové, ils ont inventé le propulseur, machin, ils étaient très performants et tout. L'image qui a suivi, c'était une bande d'hirsutes, complètement, je ne sais pas comment, un comportement qui n'était même pas digne d'un groupe de singes, voilà, et qui maniaient des lances dont ils avaient dû chercher pendant 8 jours les bâtons les plus tordus de la forêt, avec au bout une espèce de caillou informe. Voilà, et c'était ça qui illustrait la vie des Cro-Magnons. À quoi sert notre boulot qui, tous les jours, permet de recréer le quotidien, parce que sur le plan de la matérialité, déjà, on est en capacité sur le plan de la socio-économie, de la technologie, etc., de quand même restituer un certain nombre de choses. Alors certes, les comportements, c'est toujours difficile, mais quand même, on a des exemples de groupes de chasseurs-collecteurs tout à fait qui nous permettent quand même d'avoir une idée du comportement de gens animistes, etc. Enfin bon, bref. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, où nous sommes des gens extrêmement évolués, très intelligents, excusez-moi du mot, nous soyons aussi cons dans notre communication. Voilà. Et je crois que là, il y a un ajustement à faire entre la connaissance, et moi je dis très souvent, ce qu'on a explicité, nous, très souvent, ce n'est pas le savoir, c'est le non-savoir. Pourquoi on ne sait pas? Qu'est-ce qui nous manque pour le savoir? On ne discute pas assez du non-savoir, justement, de notre non-savoir, parce qu'on avance. Souvent, les gens prennent « Qu'est-ce que vous savez, les scientifiques ?» Ah bon, c'est ça. Mais on oublie, effectivement, d'expliquer qu'il nous manque énormément d'éléments. Et il faut discuter du non-savoir, il faut construire le non-savoir, dire pourquoi on ne sait pas, et quels sont les éléments qui nous manquent, etc. Ça, c'est très important aussi. Et autre chose, j'en termine là, mais il y a un gros travail à faire. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire, mais il y a un gros travail à faire auprès des jeunes, parce qu'aujourd'hui, justement, ils sont extrêmement sollicités par les médias, tels qu'on les décrivait tout à l'heure, tels que vous l'avez très bien décrit d'ailleurs. Et je crois qu'il faut des contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs, c'est les contre-pouvoirs de la relation humaine. La relation humaine, c'est quelque chose de proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ne pas tomber dans cette espèce de monde à part, qui est un monde irréel,
avec lequel on échange et on n'échange plus avec ses voisins. Je crois que c'est ça l'important, c'est de revenir à une humanité. Excusez-moi d'avoir été long. Non, je te remercie Serge, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on ne pourra jamais trouver de réponse à qu'est-ce qu'on doit faire maintenant par rapport à ce qui se passe. C'est pas le média enfin c'est pas l'outil qui permet de diffuser une information qu'il faut critiquer. C'est la façon dont on est capable de relativiser cette information et d'aller chercher effectivement de vérifier la source. Moi, ça m'arrive très souvent maintenant quand je suis sur Internet d'avoir une information et puis effectivement de faire 4-5 clics pour essayer de tout retrouver, quelle est l'origine de cette info, pour être bien sûr que ce que je lis est valable. Maintenant, tu l'as dit, on est super intelligent, mais on reste des grands singes. On est super heureux quand nos travaux sont lus, qu'ils soient plus ou moins bons ou plus ou moins bien terminés. Et les scientifiques, c'est des super grands singes avec des super égos. Donc, voilà, on préfère publier dans Nature quelque chose d'un peu fragile plutôt que de les publier dans Paléo et que ce soit un peu plus rigoureux. Et malheureusement, actuellement, si tu publies dans Nature quelque chose d'un peu fragile et même quelque chose d'un peu faux, ça va être critiqué très vite. C'est pas très grave. Ça te permet d'avoir plus de succès sur les appels d'offres européens, donc de faire rentrer plus d'argent dans ton laboratoire. Donc ton président d'université, il est content parce qu'il prend un petit peu sa part. Et puis toi, tu es content parce que tu peux avoir 1 ou 2 post-docs pour faire la recherche que tu ne fais plus puisque tu cherches de l'argent. Et on est en plein dans ce système-là. Moi, je passe la moitié, je pense, de mon temps à essayer de bâtir des projets et pour avoir de l'argent, pour faire travailler des personnes sur ce que j'aimerais faire. Mais quand je publie un article ou quand je finis un manuscrit, que je clique pour l'envoyer à l'éditeur, en moi, il y a quelque chose qui passe dans mon sang qui fait que je suis super heureux. Et j'y peux rien, ce sera toujours comme ça. Je voudrais rajouter par rapport donc au film, le docu-fiction sur Cro-Magnon qui est passé récemment, enfin je ne l'ai pas vu. Mais vous avez eu là un point de vue scientifique. Il faut bien voir que quand un documentaire, quand un docu-fiction ou quand un film est réalisé, vous avez des financeurs, des chaînes de télé, entre autres. Et si vous travaillez pour TF1, pour France 2 ou pour Arte, ça ne va pas être la même chose. Les budgets ne vont pas être la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que pour toutes ces chaînes, le dénominateur commun, ça va être le plus grand nombre. Le but du jeu, que l'on soit sur TF1 ou sur Arte, c'est de faire le maximum d'audience. Donc c'est vrai, et Bruno le disait, par moment, on est un petit peu dans l'à peu près. Mais globalement, même si vous faites 2% ou 3 ou 4% sur Arte, vous allez toucher énormément de monde. Et 95% de ces personnes, même sur Arte, ne sont pas des spécialistes, ne sont pas scientifiques. Et malgré cet à peu près, eh bien, je suis sûr que les gens vont apprendre des choses. Et apprendre des choses, ça peut leur permettre d'aller se documenter par ailleurs. Et c'est ce qui, à mon avis, est certainement le plus important. Après, c'est vrai que globalement, les scientifiques, pour l'interviewer de temps en temps, voire souvent, vous n'êtes pas simple. Vous n'êtes pas simple. Heureusement, on a fait les études pour. Hein. Ouais, mais... pour être compliqué. Et le but du jeu, quand on interviewe un scientifique, moi, la première chose que je dis, bon alors attendez, vous allez parler à tout le monde, donc il faut que ma maman, mon petit frère et ma grand-mère puissent comprendre ce que vous allez nous dire. Donc, c'est vrai que vous avez du mal, quelquefois, à simplifier. Et c'est pour ça que l'on voit
souvent les mêmes scientifiques. Donc, en tant que journaliste, ayant quitté la télé pour des raisons qui se rapprochent de ce que décrivait Serge, j'ai pensé en vous écoutant qu'il ne fallait pas être manichéen sur le vulgum pecus qui est paumé et puis les journalistes qui savent. Parce que ça c'est une chose aussi qui est une fake news en soi. Moi, je pense qu'il y a un écueil vraiment embarrassant dans notre très très belle profession, qui, je crois, est le plus beau métier du monde quand c'est bien fait. C'est qu'il y a des phénomènes de meute, de meute sauvage et assoiffée de sang. Et ça peut être vraiment tout à fait dramatique. Moi, j'ai assisté au meurtre symbolique de quelqu'un que j'adorais, qui est l'abbé Pierre, qui était... J'en parle avec émotion parce que c'est resté une blessure profonde. Il était adoré des Français, hein, c'était une des personnalités les plus aimées. Et il est toujours. Hein. On va juste rappeler un petit moment très difficile de la fin de sa vie, juste avant la fin de sa vie précisément. Il a été taxé de négationnisme, ce qui est quand même, quand on le connaissait, vraiment atroce. Et parce qu'il avait préfacé un livre qui était sorti donc aux éditions de la Taupe, de la vieille Taupe même. Donc c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand personne ne l'a lu et que le lendemain il est donc amené sur le bûcher, sur la place publique, et on lui fait subir vraiment la roue et tout ce qui s'ensuit. Et personne n'a lu ce livre parce qu'effectivement c'était une édition confidentielle et qu'il fallait le temps de se le procurer et que l'info était sortie la veille et que le lendemain il était tué par tous. Et moi, je l'ai lu, ce livre. C'est un livre qui est écrit par Roger Garaudy, qui met en cause les mythes fondateurs de la politique israélienne. Bien sûr, c'est un sujet très sensible. On est tous d'accord. Je crois que peu de gens l'ont lu. C'est vrai que c'est assez difficile à lire parce que c'est long, c'est un gros bouquin. Ça dit en gros qu'il y a que dans comment dirais-je, dans la notion du peuple élu qui doit se battre contre le monde entier, on peut cultiver aussi quelque part dans la jeunesse une attitude trop fragile et trop sur la défensive. Bon, je résume à grands traits. Roger Garaudy était un homme qui avait une soif d'absolu complètement pathologique, c'est très possible, et l'abbé Pierre, le connaissant depuis longtemps, avait fait une préface. Bon, donc l'abbé Pierre, je l'ai revu après cet épisode, et il était détruit, mais profondément détruit. C'est-à-dire que ça avait atteint son cœur au plus profond, son âme, son goût de vivre. Il en est mort. Hein. Et quand on voit ces trucs-là, on se dit, bon, la presse, elle a la faculté de vérifier ses sources, mais parfois, elle n'en a pas le temps. Et là, typiquement, personne n'a eu le temps de lire ce livre et de comprendre ce qui se passait entre Garaudy et l'abbé Pierre. Et bon, ça, c'est un exemple parmi malheureusement de nombreux exemples. Et donc, je pense que même par rapport à la presse, on est obligé de rester circonspect. Et quand Serge parlait des documentaires, moi, personnellement, j'ai fait le choix de travailler en indépendant. Alors, des fois, je dis pour rire, parce qu'il faut rester léger. Avant, j'avais un salaire et j'essayais de faire des belles choses. Et maintenant, je fais des belles choses et j'essaye d'avoir un salaire. Donc, il n'y a pas de solution idéale. N'empêche que dans mon travail, et je pense que Bruno et les autres scientifiques avec qui j'ai eu la chance de bosser le savent, moi, j'ai érigé comme principe de déontologie de soumettre ce que j'ai fait avant publication, que ce soit du docu, de l'article. Et en fait, ça ne coûte pas plus cher, si ce n'est qu'on pourrait corriger des erreurs. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et alors, évidemment, je ne suis pas, comment dirais-je, soumise aux mêmes contraintes puisque je travaille en indépendante. Mais c'est vrai que je pense que tous les docus qu'on voit, s'ils étaient soumis de façon collégiale, avec une projection, tout simplement avec tous ceux qui ont accepté de participer, on aurait beaucoup moins d'erreurs et beaucoup moins de dichotomie parfois entre l'image et le texte. Et c'est vrai qu'il y a quelques docus célèbres où vraiment il y a un gros travail d'écriture et l'image casse tout. Alors, je voulais évoquer une revue qui peut-être maintenant est mensuelle, était bimestrielle pendant longtemps, qui s'appelle Science et Pseudosciences. C'est une revue qui est faite par des scientifiques de qualité, hein, qui font ça sur leur temps libre. Et le but de cette revue, c'est donc de... vous la connaissez peut-être ? Oui. Donc, le but, c'est de dénoncer des publications, des discours qui se prétendent scientifiques sans en avoir les qualités, évidemment. C'est assez bien fait, ça vaut vraiment le coup. En particulier là-dedans, j'ai appris qu'en Russie, depuis quelques années, il y a
un négationnisme qui se développe, mais de manière beaucoup plus large que l'antisémitisme, de manière historique. C'est-à-dire, il y a des gens qui, sous prétexte de croyances religieuses ou toutes sortes de choses amalgamées, remettent en cause toute l'histoire, en fait, l'Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, qui prétendent que ce sont des fabrications fallacieuses destinées à tromper le peuple et à le manipuler. Et vu, évidemment, le niveau d'éducation qui n'est pas tout à fait suffisant en Russie, malheureusement, ici non plus, mais en Russie, c'est pire quand même. Il y a énormément de gens qui marchent là-dedans. Hein. Je connais pas la revue, mais je vais essayer d'apporter un élément de réponse par rapport à ce qui est en train de se passer dans nos communautés, même au sens plus large en sciences. On l'a dit tout à l'heure, vous avez entendu le chiffre, 10 000 revues scientifiques, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que la revue scientifique, c'est actuellement une des sources d'intérêt qui rapporte le plus. Pourquoi ? Parce que la science, elle est faite par des scientifiques qui travaillent généralement avec des financements qu'ils trouvent, des salaires qu'ils trouvent. On paye pour publier dans des revues, on paye pour s'abonner à ces revues, on paye pour les lire. Tout le travail éditorial qui consiste à reviewer des articles est gratuit puisqu'on n'est pas payé pour les faire. Donc le rapport entre le coût de la fabrication de la revue, qui souvent est en ligne, et ce qu'elle peut rapporter parce qu'il y a de la publicité quand on va sur les sites internet, etc., actuellement, ça rapporte plus d'argent que l'industrie du luxe dans notre monde. Donc, c'est un immense business. Oui, si tu veux, André, mais les tutelles se sont aperçues de ça, puisque, bien évidemment, quand vous êtes abonné à la revue Nature à Bordeaux, le CNRS est abonné, l'INRA est abonné, et puis tout ça se sont débouqués, ça coûte très cher, et les grands services de bouquets de revues augmentaient leurs tarifs de près de 30% par an chaque année, donc ça allait vers des fortunes telles que, par exemple en France, l'Université de Bordeaux et d'autres ont dit c'est fini, on ne s'abonne plus à ces revues. Donc on n'y a plus accès, nous, en tant que scientifiques, ce qui fait que la compétition devient déloyale, puisque quand vous soumettez des projets dans des appels d'offres à l'Europe et tout ça, si vous n'avez pas accès à ce qui est publié dans ces types de revues-là, vous êtes moins concurrentiel avec vos collègues américains, anglais, indiens, chinois, africains du Sud, pour lesquels ces revues... qui ont toujours accès à ces revues. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme communauté scientifique? On travaille sur ce qu'on appelle des peer community reviews, c'est-à-dire qu'on est en train de bâtir des communautés de scientifiques qui vont fabriquer des supports éditoriaux en accès libre. Le manuscrit qui sera écrit par Bruno Morey sera déposé sur un site internet, sans forcément qu'il ait été relu par 2 ou 3 reviewers. Et la communauté scientifique sera libre de répondre à ce manuscrit. Et moi, je serai libre de répondre à la réponse. C'est-à-dire qu'on est en train de bâtir des systèmes de production de science totalement libres, accessibles à tout le monde et critiquables par tout le monde. Et ça va probablement modifier les règles dans le bon sens. Maintenant, il y a toujours un panel de scientifiques qui adhèrent à ce système-là ou qui n'adhèreront pas, et on verra comment ça pourra fonctionner. Mais on essaie de trouver des solutions à cette remarque de façon dont on produit de la science de plus ou moins bonne qualité. Et malheureusement, la quantité d'articles produits est telle que les revues classiques de langue anglaise, puisque là on se focalise sur les revues de langue anglaise, puisque si vous voulez avoir des sous à l'Europe, il faut faire des projets en langue anglaise, est telle que ces revues ne réussissent plus à reviewer les papiers, ne réussissent plus à trouver suffisamment de scientifiques pour le faire. Et donc actuellement, si vous regardez les compositions de ces comités de rédaction, vous pouvez vous apercevoir que des personnes qui sont des rédacteurs associés de ces grandes revues de sciences, sont des personnes qui ne sont même pas titulaires de poste. Ce sont des doctorants ou des post-doctorants qui font ce boulot-là. Donc ils n'ont pas les 20 années d'expérience que vous pouvez avoir. Mais on ne peut pas faire autrement, on produit trop d'articles qui ne sont pas lus. Est-ce que vous cautionnez une revue comme Nexus ? Je ne connais pas cette revue, donc je ne vais pas vous dire que je la cautionne.
Non, C'est une revue qui est un peu implantée localement parce qu'il y a une partie de la rédaction qui est à côté d'ici, à Florac. Une revue qui mérite d'être découverte, ne serait-ce qu'à titre documentaire, et qui mélange pas mal de parapsychologie, de crop circle et de pseudosciences variées, et qui a un immense impact dans le monde. Elle est internationale. Papier glacé, très belle qualité. Pas de pub, pas de pub. Non, je connais pas la revue, mais en tant que scientifique, moi, mon travail, c'est d'essayer de publier dans des supports éditoriaux qui vont me permettre d'avoir mes résultats qui sont lus par ma communauté. Après, moi, en tant que scientifique, j'ai toujours essayé de publier dans 3 types de supports éditoriaux. Des supports éditoriaux professionnels que jamais, probablement, vous ne lirez, sauf si vous êtes ultra passionné, Journal of Human Evolution, American Journal of Physical Anthropology. Après, j'ai toujours mis un point d'honneur à publier également dans des supports éditoriaux nationaux de qualité. C'est Paléo, c'est les bulletins mémoire de la Société préhistorique française, c'est les bulletins mémoire de la Société d'anthropologie de Paris, et de publier aussi dans tous les supports éditoriaux de sociétés savantes, sérieuses, qui vont me demander des textes. Et ça, c'est par exemple les Annales de Saint-Céré, les bulletins de la Société préhistorique du Sud-Ouest, etc. Mais après, en tant que scientifique, je suis totalement incapable de lire par rapport à ma thématique d'intérêt que j'adore, Néandertal, les papiers qui sortent toutes les semaines. C'est pas possible, c'est plus possible. Plus personne ne lit la production scientifique sur sa thématique propre, tellement cette production scientifique est devenue importante. Alors, plusieurs petites remarques. D'abord, les GAFA ne donnent pas que des fake news. Ah non, Oui, mais enfin, là, on est parti que sur les fake news. Or, il y a des informations qui sont valables. Bien sûr, on peut les vérifier ou pas. Et puis, sur le côté, alors pour Bruno, plutôt sur l'archéologie ou la préhistoire, je pense qu'il y a plusieurs types de faux ou de fake news. Il y a les fake news volontaires. Celle d'Altamira n'en était pas une, puisqu'ils étaient convaincus d'avoir raison. Ça s'est fait après, car la science n'est valable que le jour où on l'édicte, et jusqu'à preuve du contraire, ce qui arrive souvent. Ensuite, il y a des copies. On parlait des petites dalles, des craches de rennes qui ne sont pas des faux, ce sont des copies pour d'autres raisons. Et puis, alors, bien entendu, là, ce qui est critiqué et critiquable, c'est les fake news pour de l'argent. Et puis un autre type d'informations, qu'on peut dire fake news ou pas, qui sont éditées par des grands spécialistes. Je veux parler par exemple des datations UTH actuelles des peintures d'Espagne. Et je pense que là, alors c'est une question, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus prudent. Oui, je te rejoins sur le fait que, bien sûr, Altamira et l'appréciation d'Édouard Harley, c'est pas une fake news. Après, ce que je voulais dire par là, c'est effectivement qu'en fonction d'un niveau de connaissance que l'on a à une époque, et d'a priori aussi que l'on a, on est capable ou pas de reconnaître quelque chose comme étant vrai ou faux. Je trouve que l'histoire d'Altamira est symptomatique de l'histoire de la préhistoire, parce que je pense qu'à l'époque où Altamira est trouvé et où son inventeur porte à la connaissance de la communauté scientifique l'existence d'Altamira, il y avait dans cette assemblée de préhistoriens des gens qui auraient dû être capables de reconnaître cet art pariétal. Mais ils ne l'ont pas fait, d'abord parce que peu sont allés voir cette grotte à ce moment-là, malheureusement. Et de grandes personnalités comme Cartaillac ont validé la critique pour après revenir dessus en disant on s'était trompé. Ça, je suis d'accord avec toi. Sur les crashs, je sais pas. Parce que moi, je ne sais pas quand au Magdalénien, le bonhomme, il a fait la fausse dent de cerf, s'il l'a vendu, entre guillemets, à la personne sur la parure, en tant que ça, c'est une copie, elle ressemble, t'es content, ou en fait, je t'ai bien entubé parce que tu t'es pas aperçu que ça n'était pas une vraie. Donc là, moi, je ne sais pas, nous sommes des primates avec des super-égos, c'était la même chose à l'époque, qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, je suis capable de faire des faux, et puis l'autre, il ne va pas s'en apercevoir. C'est possible, et je pense que ce n'est pas les hommes modernes qui ont inventé ça. C'est les Néandertaliens. Le pognon, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Les datations, et soyons beaucoup plus prudents, je suis encore plus d'accord avec toi. Je viens d'un laboratoire, excuse-moi, je suis allé visiter un laboratoire pas très loin, il n'y a pas très longtemps, sur une autre île, continent, où quand tu publies dans Nature, ta fac te file un chèque de 5 000 € pour faire ta recherche. À partir de ce moment-là, tu vas avoir tendance à publier très vite dans Nature des choses qui ne sont pas très bonnes. Il y a pire, hein, parce qu'il y a d'autres facs qui donnent de l'argent à des scientifiques uniquement pour rajouter l'adresse de la fac derrière ta production. Ce qui permet à ces facs d'avoir une visibilité différente dans des classements internationaux. Et dans le monde médical, c'est pire. Sûrement. Dans tous les domaines scientifiques, les gens qui s'occupent de batteries, d'agronomie, quand on parle entre nous à Bordeaux, on réalise que le problème est partout. Le problème, il est lié au fait qu'on fait une appréciation de la qualité sur le nombre de fois où votre article est lu. Et en fait, c'est pas ça qui fait la qualité d'un article. C'est pas parce qu'il est lu 1000 fois que c'est un bon article. On y parvient, pour l'instant c'est comme ça, mais j'espère qu'on reviendra à un moment à un système un peu plus raisonnable. D'abord parce qu'il le faut au niveau environnemental. Et moi, personnellement, j'ai parlé il n'y a pas si longtemps devant mon président d'université en lui disant mais pourquoi à Bordeaux on ne ferait pas de la slow science plutôt de continuer à être dans cette dynamique de fou où il faut produire. Il a fallu que j'explique ce qu'était la slow science à toute l'équipe présidentielle. J'ai fait ça avec plaisir. Mais pour l'instant, on n'est pas parti dans ce sens-là. Juste une réponse par rapport à datation, uranium, thorium et des articles dont tu parles. Je voudrais juste préciser que la méthode est bonne, elle a fait ses preuves. L'application sur les parois de grotte, elle, et les conclusions qui ont été tirées dans les articles, parce qu'il fallait bien tirer des conclusions dans les articles, ça a été trop vite. D'accord ? Et pour l'instant, on est dans la temporalité où il faut que l'on vérifie que la méthode appliquée sur les parois, donc pas sur des planchers stalagmitiques, peut s'appliquer sur les parois et que l'on peut en faire des conclusions sur les datations des peintures. On est dans cette temporalité-là. C'est pas de l'arnaque, mais on est dans cette temporalité-là. Il y a des gens qui, dès le début, ont dit « Mais attendez, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème ». Bon, évidemment, l'équipe qui a publié ne veut pas l'entendre, mais au final, c'est peut-être eux qui avaient raison de commencer à développer cette méthode-là. Voilà. Ils n'ont pas raison sur les conclusions qu'ils ont tirées au départ, on est d'accord. Mais peut-être que ça finira par sortir quelque chose de vraiment chouette au final. On ne peut pas condamner non plus complètement quelque chose quand on est dans un mouvement. Oui, il ne faut pas condamner la technique ou se focaliser sur le problème des datations uranium-thorium, de ces coulées, de ces dépôts stalagmitiques au-dessus des peintures. Je pense qu'il y a actuellement en science plus de capacité à reconnaître, pas reconnaître, excusez-moi, mais à valoriser des choses fausses, potentiellement fausses, que des choses qui sont très rigoureuses. Quand j'écris un article sur les sépultures néandertaliennes, internationales, dans une revue internationale, on me demande toujours de rajouter les références de Robert Gargett que je ne veux pas mettre dans cet article. Mais les reviewers me disent, vous n'avez pas mis ces références, si vous ne les mettez pas, on ne publie pas votre article. Donc je les rajoute, mais on ne me demande pas de rajouter les références qui vont dans le sens opposé de la pensée de ce scientifique. Et c'est assez drôle de réaliser que finalement, des données scientifiques qui peuvent nous paraître au regard de ce qu'on sait maintenant fausses ont la vie plus dure que des données scientifiques rigoureuses qui, elles, sont valables pendant un temps donné et qu'on va oublier peut-être un peu plus vite parce que la science est la science, elle est cumulative et on produit des tas d'autres choses. Depuis. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Hein. Notre ami et collègue regretté Harold Diebel a porté l'idée que les Néandertaliens du stade isotopique 4 ne maîtrisaient pas le feu. Il a publié son équipe qui fouillait au pêche de l'As 4, etc. Je ne suis pas du tout sûr qu'au fond d'eux-mêmes, ces scientifiques pensaient que les Néandertaliens qui vivaient dans un environnement très froid et très sec ne maîtrisaient pas le feu.
On en reste là. On en reste là. Merci Merci beaucoup, à bonne tous soirée. pour votre participation. Merci. Merci Bruno, merci Jean-Luc. Merci beaucoup.